Bonjour à tous, je pense qu'on est live, oui, on est live. Bonjour à tous, pour tous les présents et les personnes qui vont se connecter dans les minutes qui arrivent. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce petit moment avec Joachim Dupont, qui est donc fondateur et CEO du groupe Anaxago, que vous connaissez sans doute. On va passer une petite heure ensemble où on va parler immobilier, crédit, parler en détail de certains produits proposés par Anaxago. Mais je laisserai bien sûr Joachim préciser. Peut-être avant de commencer, très rapidement, je vais prendre 30 secondes pour expliquer un petit peu le contexte. Pour ceux qui connaissent déjà la série d'événements, on est sur un Ramify Invite, donc c'est un petit peu les rendez-vous qu'on essaye de faire de manière régulière avec tous nos partenaires. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on lance une campagne d'événements un peu plus longue qu'on a appelé le Ramify Well Tour pour essayer en une série d'événements rythmés et qui sont complémentaires, de faire vraiment une overview, une vue d'ensemble de ce qu'on peut proposer sur le marché, donc en passant par l'immobilier, à la fois crowdfunding, mais aussi private equity immobilier. C'est ce qu'on va regarder aussi aujourd'hui. De manière plus large, tous les states et tous les stages du private equity. Donc, on va faire du LBO, on va faire du fonds de fonds, on va parler aussi à du venture et du growth, pour vraiment vous donner une idée globale et une vision globale de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Surtout que le marché du private equity s'est beaucoup développé ces 2 dernières années. Mais pas que, on va aussi parler, là je vends un petit peu la mèche parce que le programme n'a pas encore été dévoilé, mais on va parler aussi d'assurance vie luxembourgeoise, on va aussi parler de taxation avec un avocat fiscaliste. Le but vraiment, c'est de vous donner toutes les armes en à peu près 2-3 mois pour vraiment avoir une vision globale de ce qui se fait, de ce qui est possible de faire. Et on sera ravis d'avoir votre feedback vu que c'est la première édition. Donc voilà pour le Ramify Well Tour. J'arrête tout de suite et je passe la main à Joachim. S'il te plaît, tu peux te présenter à notre audience. Donc vraiment présenter toi, ton parcours personnel, ce qui t'a mené à créer Anaxago et ce qui est devenu Anaxago. Je pense que ça fait à peu près 9-10 ans que vous avez créé le groupe et te présenter toi en tant que personne. Ça fait toujours plaisir à l'audience. Merci déjà Samy pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors, Joachim Dupont, j'ai eu le plaisir de monter Anaxago il y a maintenant 11 ans, en 2012, à la sortie de l'université. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis plutôt spécialisé dans l'investissement dans le private equity et l'immobilier. À travers Anaxago, on a pu investir à peu près 1 milliard d'euros sur ces 10 dernières années dans des stratégies qui ne sont pas toujours accessibles et pas toujours connues du grand public, à savoir de la dette privée immobilière, du private equity immobilier, du venture capital. Donc, des stratégies, on essaie de donner accès, de démocratiser l'accès au private equity. On a également lancé un fonds dédié à la décarbonation et au climat récemment. Donc, voilà, on essaye d'aller sur des niches ou des opportunités à haut rendement et avec des expériences de performance assez importantes, soit sur du très court terme dans l'immobilier, on fait du 6, 12, 18, 24 mois, ou des stratégies un peu plus longues, comme des fonds de décarbonation qui là peuvent durer plutôt 10 ans. On va essayer de couvrir toute la gamme, et je suis diplômé de l'Université de Dauphine, où j'ai un parcours plutôt très financier. Et sur le volet personnel, je suis papa de 3 enfants. Voilà. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Anaxago, c'est vraiment, en tout cas nous, de notre point de vue, on le voit vraiment comme une success story, commencer par l'immobilier, ensuite s'étendre sur une gamme de produits beaucoup plus large qui en plus fait sens. Et ça me fait une belle transition. Vous avez commencé par l'immobilier et c'est aussi votre marque de fabrique. Et aujourd'hui, je pense que le sujet est super important. Au vu de l'année 2023 qu'on a passée, je parle vraiment de l'immobilier où tout le monde tirait la sonnette d'alarme. C'est la crise, on va jamais s'en sortir. Tout le monde dit un petit peu ce qu'il veut et on a l'impression d'une cacophonie générale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'investissement, il y a toujours des bonnes opportunités. Ça dépend juste où on se place, quand on investit et quelle est notre philosophie d'investissement. Et je pense que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour vous faire un petit résumé très rapide, ensuite je passe la main à Joachim. Joachim va nous faire un petit point marché pour nous expliquer un petit peu en détail ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier ces dernières années et ensuite nous parler des opportunités. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un marché qui, d'apparence, paraît moribond et comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu, notamment grâce au fonds de dette privée. Mais je passe la main à Joachim qui l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et j'agrandis la présentation.
Merci Samy pour l'introduction, c'est tout à fait ça. Je vais revenir déjà pour commencer sur le contexte du marché immobilier. On voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de fritures et beaucoup d'analyses qui vont parfois dans tous les sens. Donc l'idée, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est de poser un petit peu un état des lieux. Je veux dire des choses qui sont parfois évidentes et parfois qui sont un petit peu subjectives, qui est notre analyse et notre vision du marché, pour voir un peu les grandes tendances de fond. Mais donc, peut-être rapidement sur pourquoi on vous parle de ça. Notre métier chez Inexago, c'est d'ouvrir à chaque investisseur l'accès à un monde d'opportunités engagées, on l'a dit. Et donc, dans tout ce qu'on essaye de faire, on va qualifier les opportunités, on va les sélectionner, essayer d'avoir un impact sur le volet ESG, ou en tout cas de faire des choses qui font du sens et de rien faire d'anachronique. Donc, je vous disais un petit peu voilà, ce qu'on a fait depuis quelques années. Globalement, on est face à un marché qui est ambivalent, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de la crise du marché immobilier, alors qu'en fait, si les économistes, les analystes financiers avaient voulu faire le marché correctement, il aurait fallu tirer la sonnette d'alarme en 2022, au moment où le marché était à un pic. Aujourd'hui, alors que le marché baisse, alors qu'on revient des fondamentaux, que les rendements augmentent sur les marchés immobiliers, et là, on parle de la crise immobilière. C'est vrai, quand vous avez acheté de l'immobilier ancien, vous avez acheté de l'immobilier au plus haut en 2022, et ben forcément, vous avez le contre-coup. Par contre, est-ce qu'il valait mieux investir, je vous donne la conclusion avant de faire la présentation, mais est-ce qu'il valait mieux investir en 2022 ou en 2023 ? Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il vaut mieux rentrer sur le marché en 2023 ou en 2024, au moment où tout le monde dit que c'est la crise, plutôt qu'en 2022, où on a atteint des records sur l'ensemble du marché immobilier. Peut-être pour venir à la source du psychodrame qu'a vécu le marché immobilier, il y a un impact majeur qui est la hausse des taux. Alors, des hausses des taux, on en a connu, pas depuis longtemps. C'est la première fois qu'on connaît une hausse des taux, en tout cas aussi massive, après une décennie constante de baisse de taux directeur de la. Donc, finalement, on s'est habitué dans l'immobilier depuis 10 ans à avoir un marché qui grossit, non pas parce que les fondamentaux et l'inflation est là et les loyers augmentent de manière significative, mais parce que finalement, le rendement attendu par les investisseurs baisse sur l'ensemble des classes d'actifs de manière régulière, dans la lignée de la baisse des taux. Puisque le grand indicateur dans l'immobilier, finalement, on va se comparer classe d'actifs par classe d'actifs avec ce qu'on appelle le taux sans risque, à savoir le rendement des obligations, en France, les obligations d'État à 10 ans. Donc, si une obligation d'État vous rapporte 3%, vous allez rajouter une prime de risque pour évaluer le marché immobilier, environ 200 points de base. Donc, à 3%, ça veut dire que l'immobilier vaudrait à peu près 5% de rendement sur l'immobilier prime parisien. Mais quand une OAT valait près de 0, forcément, vous aviez un immobilier sans rien faire, qui a quasiment doublé de valeur. Donc, on vient aussi d'un phénomène, d'une tendance qui était… on ne pouvait pas aller beaucoup plus haut dans les marchés immobiliers, puisque la hausse était principalement supportée par la baisse des taux. On était déjà en territoire négatif. Et donc, c'est un petit peu le phénomène qu'on a vécu en 2022 et 2023. C'est cette hausse qui a surpris par son ampleur, parce qu'on pouvait prévoir la fin des taux négatifs qui n'avaient pas forcément de sens d'un point de vue économique. On pouvait prévoir une remontée des taux. On ne pouvait pas prévoir l'inflation importée avec le drame de la guerre en Ukraine, etc. Mais ce qui a surtout surpris, c'est la violence de la réaction des banques centrales en gagnant près de 450 points de base très rapidement. Et donc, ce qui a chahuté, ce qui a véritablement figé les transactions. Donc, on parle beaucoup d'un bouleversement, d'un éclatement du marché immobilier, mais en fait, on reviendra un petit peu sur les chiffres pour séparer ce qui est l'éclatement réel d'une bulle, en tout cas dont on ne parle pas, mais qu'on voit dans les chiffres, ce qui est le ralentissement fort des transactions, pour essayer de faire la part des choses. Et on a un autre impact qui est assez important, c'est les coûts du financement, parce que vous avez le taux sans risque qui est important, mais finalement, les opérateurs immobiliers vont aussi, ou les ménages vont s'endetter. Et on a un indicateur qui est fort, c'est l'Euribor à 3 mois. Vous avez sur le graphique de droite l'évolution de l'Euribor, c'est-à-dire quand vous empruntiez à taux fixe à Euribor plus 2% de marge, finalement, si vous empruntez en juillet 2022, c'était 2% le coût total, en juillet 2021, et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec un taux de 3,80 sur l'Euribor, près de 4%. Vous avez emprunté votre crédit qui vous coûtait 2, vous coûte désormais 6. Donc là, on a un véritable effet très important, à la fois sur les opérateurs immobiliers qui voient des opérations initiées, la marge rognée uniquement par le simple effet de la hausse des taux, puisque les opérations immobilières étaient historiquement endettées à 60, 70, 80%. Vous avez un effet sur les marges qui est très important du seul fait de l'enrichissement du coût de financement.
et également sur les particuliers, puisque l'accès au crédit est limité en volume pour certaines raisons, mais aussi on a perdu du pouvoir d'achat immobilier par rapport à 2022 et 2021. Non, c'est super intéressant. Si je peux permettre, Joachim, un point important sur le marché de l'immobilier. Nous, on l'a vu en tant que, là, je prends la casquette de conseiller un peu agnostique aux produits. Tu l'as bien dit, si les économistes avaient voulu bien faire leur travail, ils auraient parlé d'une bulle en 2022 et que c'en était trop, que ça pouvait plus continuer. Ce qu'on entend en 2023, c'est surtout les professionnels du secteur, parce qu'il y a toute une, tu l'as dit, hein, ça fait 15 ans que l'immobilier ne fait qu'augmenter, en tout cas le résidentiel. Tout le monde pense, et à juste titre a pensé pendant plusieurs années, que c'était le meilleur moyen de se créer un patrimoine personnel. Donc ça a créé toute une industrie derrière, les courtiers, les crédits. Et quand ça éclate, c'est normal, il y a un bruit énorme, tout le monde se plaint, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais comme tu dis, dès 2022, il y a beaucoup d'économistes qui tiraient la sonnette d'alarme. Alors certes, l'augmentation a été énorme. On le voit aussi, tu vois, tu parlais du taux sans risque. Nous, on le voit sur les livrets et les comptes à terme. Quand les comptes à terme étaient à 0,5% ou 0,7%, et à juste titre, les clients disaient, mais vous êtes sérieux, on va pas... Juste pour le fait de m'inscrire, d'envoyer mon argent, je ne suis pas prêt à le faire pour 0,7%. Aujourd'hui, ils sont à 4,2 au maximum. Donc, le shift, il a été énorme. Et les gens, quand ils regardent entre l'IMO à 5 et le compte à terme à 4,2, ils se disent, bah, écoute, en attendant, je le mets sur mon compte à terme et on ne va pas leur en vouloir. C'est normal, c'est un comportement normal. Et c'est tout à fait normal. Et en fait, je pense qu'on a parlé d'une bulle, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que on a les Cassandre qui crient à la bulle depuis 10 ans, qu'on écoutait. Mais en fait, pour nous, c'est pas le retournement forcément d'une bulle, puisque le marché immobilier a toujours été, les primes de risque sur le marché immobilier ont toujours été très fortes. C'est-à-dire que quand on peut le voir, je vais sauter quelques slides, mais la courbe violette, c'est le taux sans risque. Donc, vous voyez qu'il est passé en territoire négatif autour de 2020. Et l'écart entre, si on prend le bureau parisien, qui est l'indicateur de référence, le bureau prime parisien, la courbe verte, vous voyez que la prime de risque, c'est l'écart entre la courbe violette et la courbe verte. Et finalement, quand on crie à la bulle en 2020-2021, les primes de risque étaient encore très importantes. En moyenne, sur 20 ans, au niveau européen, une prime de risque convenable en immobilier, en tout cas la moyenne, c'est 176 points de base. On était en 2020 à près de 320 points de base. Donc en fait, il n'y avait même pas de raison de parler de bulle, parce qu'en fait, le rendement de l'immobilier est encore très élevé en comparaison des autres classes d'actifs. Par contre, aujourd'hui, ce que les économistes auraient pu faire, c'est indiquer que la hausse attendue de l'immobilier était limitée, et que le volume de transactions, et aujourd'hui, c'est ce qui déstabilise tout le monde, c'est pas tant que, comme tu le dis, il y a toute une industrie qui s'est créée, c'est que finalement, il n'y a plus de volume. Et l'impact sur le prix de l'immobilier et sur les volumes, en fait, d'un point de vue économique, il est double. Il y a l'impact sur les promoteurs qui ne commercialisent plus, qui commercialisent avec les transactions sont arrêtées, les programmes n'avancent plus, il y a moins de marge. Donc il y a plein d'effets dans le marché immobilier, mais je vais essayer de faire un zoom sur sans être trop long. Déjà, quand on parle de marché immobilier, il y a plein de marchés immobiliers, il y a multiples. On a parlé vous avez votre appartement que vous achetez dans l'ancien, votre résidence principale, vous avez l'immobilier neuf qui est très en lien avec les promoteurs qui feraient la chronique tous les jours. Est-ce que ça va être la mort des promoteurs qui vendent du neuf, etc. Il y a l'immobilier ensuite d'investissement, et là qui est plutôt porté par des investisseurs institutionnels. Et c'est là que le choc est arrivé. C'est que vous voyez les courbes, c'est les niveaux, les volumes de transactions dans l'investissement immobilier d'entreprise, toutes classes d'actifs confondues. En moyenne, on était autour de ça, un marché qui pèse 30 milliards d'euros par an. Au troisième trimestre 2023, on était à peine à 10 milliards d'euros. Donc en fait, ça montre que, indépendamment de la baisse, on a une chute drastique du volume de transactions. C'est énorme. Vous avez toujours une latence dans l'immobilier. Les transactions 2022, initiées en 2022, ont été réalisées sur le courant du S1. Donc on a un petit rattrapage. Par contre, d'un moment, la musique s'est arrêtée. Et même depuis avril 2022, en fait, quand on se remet c'est depuis avril 2022, février 2022, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le monde a bousculé. On est rentré dans une phase d'incertitude, sans savoir si le conflit allait s'exporter, sans savoir si l'inflation allait être maîtrisée et sans savoir jusqu'où irait la hausse des taux d'intérêt. Donc, on a vécu un an et demi quasiment d'incertitude. Et là, aujourd'hui, on a pas beaucoup plus de visibilité, mais on a un petit peu plus de visibilité d'un point de vue uniquement macroéconomique. Et tout ce qui est géopolitique, je ne rentrerai pas dedans, mais en tout cas, ça crée quand même une zone de défiance. Et ce qui fait qu'on a
c'est moins la baisse des valeurs qu'on a du mal aujourd'hui à pricer, qui commence à se pricer un petit peu sur les quelques transactions, que la chute des transactions. Donc, vous avez aujourd'hui une décote dans le marché immobilier d'illiquidité qui est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez vendre, on a des exemples dans notre portefeuille, on voulait vendre 13 000 € du mètre un actif en bloc à un investisseur résidentiel. Finalement, il y a tellement de personnes qui ont dit il y a une décote de 30%. Donc, ça n'a plus de sens parce qu'en fait, finalement, un actif qui vaut 10 000 € du mètre, vous n'allez pas le vendre 7 000. Puisque si vous le découpiez, le vendez à des investisseurs privés, vous vendez peut-être 9 500 ou 10 000 ou 10 500. Mais par contre, le fait qu'il y ait une absence d'investisseurs institutionnels crée une forte tension sur le marché immobilier. Je vous dis ça, il y a une exception donc c'est vrai pour le bureau, c'est vrai pour le commerce, pour la logistique. C'est un petit peu moins vrai pour l'hôtellerie, puisque l'hôtellerie est en hausse sur les chiffres par rapport aux 3 derniers trimestres 2022 et en baisse uniquement de 3% sur la moyenne décennale. Donc on a dans l'immobilier encore quelques classes d'actifs qui sont très résilientes, notamment l'immobilier. Et ça, tu l'attribues à quoi? Dans l'hôtellerie, la résilience de l'hôtellerie, c'est pareil, il y a un effet un peu moutonnier. Nous, on est rentré, par exemple, dans l'hôtellerie, dans le marché hôtelier en 2020, de manière très contracyclique, en disant il y a tellement de bashing sur l'hôtellerie qu'en fait, on accède à un hôtel à un moment en 2020, au pire du marché, valait moins cher, mur et fond, que ce que tu aurais acheté un appartement, du logement ou du résidentiel, donc uniquement avec les murs sans le fonds de commerce et sans la commercialité. Donc en fait, on est arrivé à un moment de marché où tout le monde, les banques ont arrêté de financer. Il y a eu un hôtel bashing comme il y a eu du commerce bashing ou aujourd'hui du bureau bashing. Donc nous, on est rentré de manière un peu contracyclique sur ce marché-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'hôtellerie mur et fond, finalement, ça permet d'intégrer l'inflation parce que finalement, les revenus augmentent. Ça permet de capter, d'avoir une espèce de stabilisation de la demande par rapport aux bureaux excentrés parce que vous avez une demande. La France reste la première destination, enfin Paris en tout cas, reste la première destination mondiale. Et vous avez une certaine résilience de cette classe d'actifs. Donc, là, et pour des raisons fiscales aussi, c'est qu'il y a des intérêts fiscaux, la classe d'actifs a bien performé. Okay. On a d'autres classes d'actifs qui performent bien. On regarde le co-living, les volumes d'investissement ont été multipliés par 3 sur un an. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se dit dans le résidentiel, c'est une claque monumentale, c'est moins 70% à peu près de transactions par rapport à l'an dernier. Par contre, dans le co-living, on multiplie par 3. Ce n'est pas les mêmes volumes, on a 300 millions, et dans l'immobilier résidentiel, il y a eu un boom de l'immobilier résidentiel. 2020-2021, c'est près de 7 milliards investis sur le marché, très au-dessus des moyennes historiques autour de 4 millions. Et cette année, on est à peine à 2 milliards. Donc, on assiste à une crise de liquidité, mais par contre, là, dans chaque classe d'actifs, on arrive à identifier quelques bonnes opportunités. Et donc aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés finalement pour connaître le prix du marché immobilier, de manière générale, l'immobilier dédié aux investisseurs, sur les taux de rendement. Et quand on parle de 4, 4,5, 3, 80, c'est finalement le rendement d'un actif prime en bureau, en logistique, en commerce. Ce qu'on voit aujourd'hui, sans avoir de boule de cristal, c'est que l'OAT, la courbe violette, elle est montée à 3,38. Le graphique n'est pas totalement à jour et elle vient de baisser assez drastiquement pour atteindre les 2,70 et descendre même jusqu'à 2,50. Donc en fait, on voit qu'on a un marché qui commence à se stabiliser, il commence à y avoir et on commence à intégrer un petit peu à avoir un peu plus de visibilité sur le futur en disant les taux ont augmenté, on ne voit pas comment les taux élevés de manière constante peuvent aider les États à se refinancer, les entreprises, comment on peut supporter globalement des taux longs élevés. Il y a le poids sur les particuliers, sur les investisseurs, mais il y a aussi le poids sur les États et les entreprises. Donc tout ça pour dire que quand on prend c'est Chatham Stathouse qui fait cette étude et qui produit tous les mois les perspectives. Alors ils n'ont pas toujours raison. Vous avez aussi une autre courbe qui est intéressante, c'est leur dernière projection qui est visuellement. Par contre, on voit que le consensus aujourd'hui des économistes, c'est de dire qu'on est aujourd'hui à des taux de Euribor de 4% qui devraient se stabiliser en 2024 pour atteindre de manière structurelle 2% et remonter progressivement jusqu'aux 3%. Donc, ce qui permet, et pareil sur l'OAT, on est passé une OAT qui a bondi jusqu'à 3,80, elle est redescendue aussi vite à 2,50 en un mois. Voilà. Donc, les primes de risque commencent à se reconstituer et on va pouvoir repricer à peu près correctement l'immobilier. Un point peut-être, Joachim, parce que je pense que c'est important, on voit les différences, donc là c'est à l'échelle de la France, les graphes,
sur le volume d'investissement par classe d'actifs, donc classe d'actifs immobiliers. Et ce qui explique aussi beaucoup ces différences, surtout par exemple dans le commercial ou l'hôtellerie, je ne sais pas, mais en tout cas dans le commercial, c'est le comportement des institutionnels. Pour avoir parlé à un institutionnel, il a plusieurs milliards à déployer par an, donc que ce soit un assureur, que ce soit un gros asset manager. Tous les ans, il regarde son portefeuille, il regarde son niveau de risque, et comme tu l'as dit, il va comparer le taux sans risque à l'immobilier. Et en fait, je grossis le trait, mais c'est exactement ce que m'a dit un assureur. Moi, c'est 2 boutons où je me dis, au lieu d'avoir 80% d'IMO sur ma partie non risquée, je passe à 20%, parce que le taux sans risque, il est tellement proche. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à aller discuter avec des fonds qui vont aller investir dans l'IMO, etc. Non, moi je veux mon obligation d'État, qui me sert ce que je veux, et je suis OK pour l'année. Et c'est ça qui fait qu'on a des changements énormes d'une année à l'autre, et que tu peux diviser par 4 le montant investi, parce que les gens, les particuliers n'investissent pas 5 fois moins ou 6 fois moins. C'est surtout. C'est vrai, quand on parle du marché, là je vous ai parlé du marché institutionnel, et tu as totalement raison. On va regarder le résidentiel, c'est le bon exemple. C'est le parent pauvre de l'investissement. On parle de 30 milliards sur l'investissement par les institutionnels tous les ans, et on parle d'à peine 4 milliards en 2019 dans le résidentiel. En 2020, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que loger les gens, c'est un peu utile, que c'est un besoin de première nécessité, et oui, c'est plus compliqué de gérer des immeubles entiers avec plein de locataires. Et donc, ça devient. Et finalement, ça rapporte 3% quand les taux sont à zéro. Finalement, pour le risque, le bureau, on ne sait plus, le commerce, on ne sait plus avec le Covid, l'hôtellerie, on n'en veut plus entendre parler. Donc, on reporte et on appuie sur le fameux bouton. On dit, on met tout sur le résidentiel. Et d'un coup, en 2023, les taux sont trop importants. Alors, hop, on arrête totalement le résidentiel parce qu'on ne se retrouve plus en termes de rendement. Par contre, il faut comprendre quelque chose, c'est que vous, même à titre personnel, c'est que vous investissez dans une obligation d'État aujourd'hui, qui va rapporter sur le papier aujourd'hui 2,77, dans un contexte inflationniste. En fait, vous perdez votre obligation, votre coupon n'est pas indexé. Et c'est là où l'immobilier, en fait, je pense qu'on l'a jeté un peu vite avec l'eau du bain, c'est que l'immobilier, c'est le seul actif quasiment à être indexé. Vous avez des OATI indexés, mais en fait, c'est très rare. Elles sont assez peu diffusées, et en tout cas, on en parle peu. Mais si vous voulez des coupons indexés, vous êtes certain qu'aujourd'hui, si l'OAT baisse de 10%, votre principal a perdu 10%. Donc ça, c'est aussi c'est un point qui nous paraît, où on pense que tout a été un petit peu extrême. C'est l'abandon soudain des investisseurs institutionnels pour se mettre sur l'OAT qu'ils ont pu acheter à 3,50, 3,80 quand aujourd'hui elle vaut 2,60. Vous avez déjà perdu quasiment 20% de votre... Donc, voilà, faut bien comprendre les effets de l'inflation aussi, parce qu'on est dans un contexte qui est nouveau pour beaucoup de monde, et moi le premier qui grandit dans un monde de peu d'inflation, c'est qu'on est dans un contexte inflationniste où finalement il faut avoir des actifs qui sont indexés pour ne pas perdre de valeur. Et donc l'immobilier aussi, s'il s'est maintenu, c'est parce que peut-être que vous avez eu une hausse des taux assez drastique. Par contre, on vient quand même de période d'indexation, on a indexé à 4, 5, 6% les loyers sur certains actifs. Et on prévoit encore de les indexer, de manière moins importante, mais encore pendant les 2-3 prochaines années. Et peut-être un dernier point pour faire la part des choses, c'est qu'on s'alarme un peu tous les jours sur ces différents journaux économiques, c'est sur les transactions. C'est qu'on parle de 910 000 transactions après une année à 1,1 million de transactions, qui est une année report 2022 sur les transactions de l'immobilier ancien. Là, ce qui vous intéresse, vous et moi, quand on achète l'immobilier ancien ou une résidence principale qu'on la vend. Aujourd'hui, on a 910 000. Quand on revient sur les années 2013-2014, il y a 600 000 transactions par an. Donc, comme tu l'as dit, Samy, il y a peut-être un engouement pour l'immobilier où tout le monde s'est mis à acheter énormément d'immobilier, où c'était beaucoup plus facile aussi avec le crédit pas cher. Mais on était en anomalie de marché avec 1,1 million de transactions par an. C'était on était en très très haut de marché et un pic jamais atteint. Mais nous, on le voit, tu sais, c'est vraiment ancré dans les. Alors, c'est toujours bien l'immobilier, tout le monde a envie d'acheter sa résidence principale, mais avec les taux de crédit aujourd'hui, tu fais les calculs dans tous les sens, entre la différence entre le loyer que tu payes en location et le prix d'achat, placer le résidu sur un fonds private equity, même en bourse pour que ce soit liquide, mais c'est en plus de la flexibilité de pouvoir changer d'appartement, de la flexibilité de pouvoir prendre plus petit, plus grand,
les rendements sont meilleurs. Si on prend un rendement moyen sur les marchés, par exemple S&P 500, on va même pas essayer de faire quelque chose de compliqué, c'est meilleur. Mais dans la tête des gens, c'est important. On commence par l'immobilier, c'est l'immobilier la pierre angulaire, et ensuite on va regarder le. Je pense que ça va commencer à changer, mais à cause de ces 15 ans où c'était vraiment le seul discours, c'est resté très très ancré, et les gens ont du mal un petit peu à changer de braquet. C'est pas l'immobilier de manière générale, on va le voir, il y a des très bonnes opportunités dans l'immobilier, mais l'immobilier classique où je vais prendre un crédit pour un appartement en LMNP, etc. C'est sûr que c'est plus simple quand le crédit coûte 1% que quand il coûte 5%. Structurellement, parce qu'en plus, on est dans un pays où les loyers sont encadrés. Donc, en fait, vous avez un rendement de l'immobilier qui est dans le résidentiel, où les loyers sont administrés. Donc, en fait, même l'inflation, vous ne la répercutez pas. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué dans le contexte actuel. Donc, il fallait profiter de la dernière période. Par contre, effectivement, l'immobilier locatif sera. Et c'est pour ça que l'immobilier a toujours été très, très incité fiscalement. Hein. Ça fait beaucoup de débats aujourd'hui. Et en tout cas, pour finir sur le pouvoir d'achat immobilier, c'est peut-être une dernière peut-être contre-vérité par rapport à ce qu'on peut lire, c'est que aujourd'hui, le pouvoir d'achat immobilier d'un Français depuis 2008, il a quand même pris 10%. Même à date, quand on regarde en 2023 avec l'effet de la hausse des taux, etc. Donc, on a un pouvoir d'achat immobilier globalement sur le territoire qui avait explosé. On a gagné près de 25% de pouvoir d'achat entre 2008 et 2020, principalement par l'effet de la baisse des taux d'intérêt. On a bien évidemment un effet de la hausse des prix qui est venu limiter l'effet de la hausse d'intérêt. Mais entre la hausse des revenus, la hausse des taux d'intérêt, par la baisse des taux d'intérêt et déduit de la hausse des prix, on a malgré tout au pic gagné 20%, 25% de pouvoir d'achat immobilier. Et aujourd'hui, on est encore à plus 10 par rapport à cette année de référence de 2008. Donc, je ne sais pas qui est l'audience exactement, mais en tout cas, pour ceux qui ont vécu un petit peu, qui ont investi historiquement, avoir des crédits à 4-5%, c'était la norme. Alors nous, ça nous choque quand on vient de 1, mais ce n'était pas la norme. Donc voilà un petit peu dans quel contexte on évolue. Et après, il y a des tendances de fond qu'on identifie. En tout cas, d'un point de vue pur tactique ou stratégique, c'est que d'un point de vue tactique, c'est que ça fait 10 ans que le marché n'est pas à la main était à la main des vendeurs. C'est-à-dire, vous vendiez votre bien, vous aviez à Paris, c'était 8 demandes pour une offre. Donc, vous ne négociez pas, il n'y a pas plus de conditions d'accès au crédit parce que de toute façon, l'accès au crédit était facilité, il n'y a plus de conditions suspensives, etc. Même dans l'immobilier professionnel, il y a des appels d'offres avec 10, 20, 30, 40 réponses et des prix qui s'envolaient. Donc ça, c'est la première fois depuis 10 ans que le marché se retourne. Ça y est, enfin, le marché revient à la main des acquéreurs puisqu'il y a peu de liquidités. Donc des gens qui ont accès au crédit, des gens qui ont du cash et qui sont investisseurs en ce moment et qui ne sont pas obnubilés par l'obligation d'État ou les obligations corporate, finalement, ça veut dire qu'il y a des bonnes affaires à faire. Et ça, quand on rentre aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai introduit mon propos par ça, c'est rentrer sur l'immobilier en 2024 alors que tout le monde crie à la crise, versus rentrer dans l'immobilier en 2022 quand on dit que c'est le Graal, en fait, il n'y a pas photo d'un point de vue purement rationnel. Et aujourd'hui, vous pouvez négocier. Vous avez un pouvoir de négociation, ce qui veut dire des décotes, parce que les gens sont obligés de vendre dans l'immobilier professionnel parce qu'il y a de la liquidité nécessaire, parce que les hausses des taux d'intérêt font qu'ils sont obligés de vendre, ils n'ont plus de trésorerie, ou parce qu'ils doivent traiter de la liquidité pour les SCPI, ou parce que vous divorcez, que vous êtes particulier. Donc, tout le monde n'est pas obligé de vendre. Par contre, ceux qui sont contraints de vendre aujourd'hui le vendent avec des décotes. Est-ce que c'est une décote structurelle du marché immobilier car pricé, ou est-ce que c'est une décote d'illiquidité? Il y a un petit peu des deux. Et on verra encore qu'il y a deux classes d'actifs qui sont différentes, puisqu'il y avait véritablement une bulle sur un marché immobilier qui a éclaté. Et là, on ne parle pas de bulle sur ce marché-là, mais c'est véritablement une bulle. C'est les actifs tertiaires, loin des transports, qui sont obsolètes. Pour nos amis qui sont parisiens, qui peuvent prendre l'A5 et voir ces grandes tours de bureaux vers nos gens avec des 10 000, 20 000, 30 000 mètres carrés disponibles à 20 mètres les unes des autres. En fait, c'est le genre d'actifs où aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Il y a eu une bulle financière. On a attendu du rendement et du rendement toujours en baisse de ces actifs-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de loyer parce que les gens ne veulent plus s'installer là-bas. Donc, vous avez des tours qui sont vides, des bureaux qui sont vides, qu'il faut rénover. Et donc, il va falloir les transformer structurellement. Et là, il y a une bulle, il y a un éclatement. L'actif a pu perdre 30, 20, 40, 80% de sa valeur. On ne sait même plus donner un prix à ces actifs-là. Après, sur l'immobilier de centre-ville,
il y a moins de liquidité, il y a de la négociation. Par contre, même Paris, on voit que ça reste 910 000 transactions, on voit qu'on est toujours autour des 10 000 euros du mètre. On n'a pas un effondrement structurel. Il y a beaucoup de biens qui sont plus mis en vente parce que les gens ne sont pas obligés de vendre. Et un autre effet microéconomique, c'est que quand vous avez un crédit à 1%, quand vous voulez racheter à 5% et vendre avec une décote parce que ce n'est pas le moment, finalement, vous ne transactez plus. Vous gardez, vous attendez que le marché se stabilise. Et le marché immobilier, même en 2008, s'est structuré comme ça. Il y a eu un attentisme et une baisse des valeurs qui est assez contenue. Le deuxième point qui est assez important, c'est l'assèchement des financements. C'est que moins les banques prêtent, plus les prêteurs alternatifs, comme les fonds de dette privée, peuvent prêter à des taux qui sont plus élevés avec de meilleures garanties. Donc ça, c'est une autre opportunité. Nous, on est spécialisé chez nous dans la dette privée et l'investissement immobilier. Et la dette privée immobilière, c'est-à-dire prêtée pour des opérations immobilières en particulier, c'est un marché qui est unique parce qu'en fait, on a une espèce d'arbitrage en notre faveur, les acteurs alternatifs, pour prêter à des taux qui sont assez élevés par rapport au niveau de risque qui est pris. Et on sait que ce momentum de marché ne durera pas 2 ans, mais en tout cas, on a un moment de marché comme les décotes qu'on voit sur le premier accès quand on est investisseur. On a des très bons couples rendement-risque dû à une anomalie de marché actuelle. Et enfin, le troisième, c'est une tendance qui est plus structurelle. Vous avez entendu parler de la loi climat-énergie qui vise à sortir du parc locatif les passoires thermiques. En fait, il y a on s'est attaqué dans l'immobilier, il y a tout un volet réglementaire où la France est peut-être le premier pays d'Europe, ou en tout cas et peut-être du monde, en termes de réglementation écologique pour l'immobilier. On a commencé à réglementer très fortement l'immobilier neuf, mais c'est 300 000 logements par an, donc ce n'est pas à l'échelle du parc, avec la RE 2020. Aujourd'hui, un appartement neuf, en fait, c'est un appartement qui est passif. Et on commence à s'intéresser à l'immobilier ancien, avec les passoires thermiques dans le résidentiel, avec le décret tertiaire et avec la loi ZAN qui vise là, je rentre un petit peu dans la technique, mais à changer totalement les règles du jeu de l'immobilier, puisqu'on ne va plus continuer à développer la ville de manière horizontale et l'étendre. On va arrêter les zones constructibles. Et la loi ZAN, c'est pour zéro artificialisation nette, avec 2 échéances, 2030 et 2050. On ne pourra plus artificialiser de terre en France. Donc, c'est-à-dire que le terrain de jeu immobilier est figé et fini. Et donc, on a un actif qui, par définition, sera de plus en plus rare. Donc, voilà 3 tendances, en fait, aujourd'hui. 2 tendances qui sont court terme, mais qui font que c'est un bon moment pour prêter ou pour rentrer sur le marché immobilier. Et une 3e tendance qui façonne un petit peu les classes d'actifs, ce qu'on va pouvoir y faire et quels sont les travaux qu'on va pouvoir réaliser pour profiter de ces opportunités, puisque aujourd'hui, entre un actif, une passoire thermique et le même actif efficient d'un point de vue énergétique ou thermique, vous avez déjà 20% de valeur, d'écart de valeur. Donc en fait, rien qu'en achetant des passoires thermiques et en rénovant, vous pouvez espérer avoir 20% de plus-value. Et après, il y a un coût à cette rénovation. Donc là est l'enjeu de manière plus structurelle. Donc c'est dans ce cadre-là, peut-être. Je ne sais pas si tu as des questions, Samy, avant qu'on attaque. Non, c'est très clair. Hâte de voir comment marche le fonds de dette privée. Donc Anaxago, on est connu depuis 10 ans on fait du private equity, on fait des fonds de décarbonation, on fait de l'immobilier et surtout dans l'immobilier, parce qu'on prête, on investit dans des actifs immobiliers aux côtés de partenaires qui ont des spécialités, des savoir-faire locaux et dans certaines classes d'actifs. Et donc on a monté un 3e millésime de fonds, qui est Society 2023, qui vise à saisir un peu les 3 opportunités que je vous ai évoquées. Investir dans des actifs qu'il faudra rénover et bénéficier de la décote de marché, les remettre aux dernières normes environnementales et effectuer les rénovations énergétiques pour que les actifs soient plus liquides et plus efficients et prêter à des opérateurs ou des opérations immobilières qui présentent un bon couple rendement-risque. Donc, on a créé un fonds qui est un fonds de private equity immobilier. Donc, ce n'est pas un fonds immobilier au sens des SCPI ou des OPCI. Ça reste du private equity immobilier. Ça n'est pas la fiscalité non plus de l'immobilier, pas d'IFI et des revenus soumis à la flat tax. Un fonds qui est relativement court, qui est de 5 ans, à comparer à une SCPI qui se conseille en général sur 12 ans. Et là, on va chercher un TRI net autour de 7%. Et en tout cas, c'est le TRI, c'est le rendement à partir duquel l'équipe de management est intéressée à la surperformance. Ce n'est pas que c'est notre cible absolue, c'est le montant à partir duquel l'équipe de gestion est intéressée en cas de surperformance. Donc, c'est un fonds qui va se positionner un petit peu sur ces stratégies-là. Donc, la rénovation énergétique et les bâtiments durables, en fait, c'est une stratégie en tant que telle, puisque
on voit que les investisseurs institutionnels, dont tu parlais, Samy, aujourd'hui sont assez binaires. C'est-à-dire que c'est l'immobilier ou pas l'immobilier. Si c'est de l'immobilier, ce sera forcément de l'immobilier, ce qu'on appelle best in class. Best in class, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acheter de l'immobilier qui est parmi le meilleur en termes de consommation énergétique et en termes de labellisation environnementale. Et donc, il y a tout un enjeu dans le parc ancien pour accompagner la transformation et investir dans le parc ancien pour le remettre aux dernières normes environnementales. C'est très coûteux, c'est très complexe, parce que construire sur un terrain vierge en promotion, on sait faire, c'est assez simple. Rénover en site occupé parfois et rénover et faire de la réhabilitation lourde. On a le cas, on vient d'acheter un immeuble, nous, dans le 8e arrondissement de Paris, à côté des rue Miroménil. En fait, on va mettre plus de 4 000 € du mètre de travaux pour rénover d'un point de vue énergétique thermique et remettre aux normes cet actif-là. 4 000 € du mètre, pour donner une idée, c'est le prix du mètre carré du bureau à Lyon, par exemple. C'est énorme. Donc, ouais, il y a beaucoup d'argent à mettre pour cette rénovation. Et après, vous avez des évictions, donc il y a un vrai savoir-faire qu'on a constitué autour des équipes et des partenaires qui nous accompagnent autour de cette stratégie-là. C'est également les actifs, les repositionner. C'est de dire, vous avez un actif on a acheté dans un des fonds, l'ancien bureau de L'Oréal à Asnières. Et finalement, il était abandonné, on l'a transformé, on l'a remis aux dernières normes, on l'a labellisé. Et c'est aujourd'hui un co-living, un espèce de co-living avec une crèche, une salle de sport et de la mixité. Et donc, c'est recréer aussi des usages et imaginer les usages pour ces actifs-là. Et on investit, nous, principalement dans les grandes métropoles régionales. Donc, on a un portefeuille qui est très, très exposé, Paris, Bordeaux, Nice. Et on fait un petit peu d'immobilier tertiaire dans des zones où là, il faut avoir une expertise pour connaître la dynamique de la zone tertiaire. Et là, pareil, on va accompagner les actifs, c'est ce qu'on appelle dans le passage du décret tertiaire, puisqu'à horizon 2050, entre 2030 et 2050, l'ensemble des actifs tertiaires sur le territoire devront être équivalents bâtiments basse consommation. Et donc là encore, c'est beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements pour réaliser ces travaux de transformation sur l'énergétique et thermique. Je fais juste un point, je fais juste un petit point sur notre stratégie. Tu l'as dit, il y a plein de stratégies dans le monde du capital investissement ou du private equity. Je commence peut-être sur le côté gauche, c'est toutes les stratégies qu'on appelle dans le private equity immobilier. C'est quand vous investissez dans un actif immobilier que vous allez acheter pour le détenir plus ou moins longtemps et les rendements que vous pouvez attendre. Aujourd'hui, l'immobilier core, c'est-à-dire c'est plutôt la stratégie des assureurs. J'achète un actif, j'attends du rendement, 4-5%. Alors historiquement, on était entre 2 et 5, 2 et 4. Ça augmente un petit peu. Je n'ai pas de risque locatif, j'ai un bon emplacement, j'ai des bons locataires. Je ne me pose pas de questions, il n'y a rien à faire. J'ai l'immobilier core plus, où là, je vais aller chercher un petit peu de rendement parce que l'état locatif, je peux l'optimiser un petit peu, je peux faire un petit peu de travaux, je suis peut-être dans un emplacement un peu moins prime. Et ensuite, il y a le gros du marché de la rénovation, c'est l'immobilier, ce qu'on appelle value add. Et value add, ça veut dire que je vais acheter un actif qui va nécessiter d'être repositionné, avec un permis de construire, avec des travaux significatifs, avec la gestion complexe d'un état locatif, des évictions. Et là, je vais pouvoir aller chercher des rendements qui sont de 10, 12, 13, 14%. Si j'investis, j'achète cet actif. Et au-dessus, vous avez les dernières stratégies qu'on appelle opportunistes, où là, je vais faire de la promotion immobilière, je vais prendre un immeuble, je vais faire une réhabilitation très lourde, j'ai un risque de permis, j'ai un risque d'exécution, j'ai un risque… Et là, vous allez chercher plutôt des terris entre 15 et 20%. On se concentre, nous, sur notre activité dans le contexte de marché aujourd'hui. Le marché nous incite, comme il y a une anomalie de marché, c'est-à-dire que le core plus aujourd'hui peut être touché à 11%. Donc, on a une véritable anomalie de marché qui fait qu'on se positionne plutôt core plus et value add en essayant d'aller chercher du rendement sur les actifs core plus, en faisant les travaux grâce aux revenus générés, plutôt que de prendre des risques value add où finalement on n'a pas de revenus, on doit faire des évictions, on a beaucoup plus de risques. Mais ça reviendra. Le marché du value add va revenir puisque plus vous avez d'opportunités à l'achat en capacité de négociation et plus vous êtes en capacité de bien acheter. Donc si j'ai bien compris, juste pour être sûr, parce que c'est intéressant, en fait, les trois arguments que tu nous as énoncés qui expliquent que c'est un bon moment d'investir dans l'immobilier font que le core plus est plus rentable que d'habitude. C'est ça l'anomalie de l'arbitrage un peu de marché dont tu parles. Oui, aujourd'hui, vous demandez à des brokers de vous trouver des actifs dans Paris à 5% de rendement, dans le commerce ou 5,5%, vous les trouvez. C'était impensable il y a un an d'avoir des actifs dans Paris à 5%. Donc, vous avez une décote, mais c'est une décote qui est temporaire. La décote d'illiquidité, elle est temporaire parce que le jour où
même les investisseurs reviendront. Aujourd'hui, on n'a pas d'étrangers, on n'a pas d'investisseurs institutionnels, mais le jour où les institutionnels reviendront sur le marché, il y aura plus de liquidité. Donc cette décote, elle va baisser. Et si vous n'êtes pas contraint de vendre, après, il y aura une baisse du prix de l'immobilier, mais elle doit être limitée à 15%. Elle va pas, a priori, elle ne sera pas à 30 ou 40% comme ce qui peut être évoqué. Donc, il y a cette anomalie-là. Et de l'autre côté, quand on a une stratégie, ce qu'on appelle de dette privée, vous avez plusieurs, quand vous prêtez, d'ailleurs, quand vous empruntez pour votre résidence principale, vous allez emprunter ce qu'on appelle, vous allez faire appel à une dette senior. C'est-à-dire que le banquier va vous prêter en premier rang. Il va vous prêter, vous allez mettre votre apport, donc les fonds propres, et le banquier va vous prêter. C'est-à-dire que dès lors que vous allez vendre l'actif, il sera en premier rang. Les premiers euros seront pour votre banquier, et ensuite, s'il reste un différentiel, ce sera pour vous en tant qu'apporteur de fonds propres. Dans le monde de l'investissement professionnel, il y a plusieurs tranches qui existent. Il y a la dette senior, réalisée par la banque ou par un fonds de dette. La mezzanine, où je vais aller chercher des rendements un peu plus élevés, mais je vais être remboursé après la banque, donc je prends un petit peu plus de risques. Et ensuite, vous avez des stratégies en preferred equity en disant attendez, je monte jusqu'à 80%, où je prends la tranche entre 80 et 90% de financement. Donc là, je prends encore plus de risques, donc je vais demander encore un peu plus de rendement. Et à la fin, je suis investisseur equity. Et là, je vais aller chercher les rendements qui sont présentés à gauche. On a développé un pôle, une ingénierie financière qui nous permet finalement en fonction du projet, de rentrer en senior, en mezzanine, en unitranche, c'est-à-dire de faire 60-70% du financement en preferred. Et on sait faire à peu près l'ensemble de ces stratégies à travers un fonds basé sur à la fois le besoin de l'opérateur et surtout l'opération. Et on s'adapte. C'est pour ça que ce n'est pas à la fois ni un fonds de dette privé ni un fonds equity, c'est en fonction du marché et des opportunités de rendement. Parfois, il vaut mieux rentrer on a des bonnes garanties, on rentre en dette à 11%, plutôt que d'espérer rentrer en equity pour faire du 12%. Voilà. C'est un peu la démarche, c'est des points qui peuvent être un petit peu techniques, mais c'était important de comprendre la mécanique. Et concrètement, dans les sous-jacents, parce qu'on a parlé beaucoup de taux, beaucoup des aspects financiers, ça, c'est les exemples d'opérations qu'on a pu effectuer dans les derniers mois, pas sur ce fonds-là, mais sur nos millésimes précédents. Et en fait, ça vous donne un petit peu des exemples. Si on a acheté, par exemple, un actif de pleine propriété dans le Marais, dans le 3e arrondissement, là, qui est un actif résidentiel avec des commerces qui n'étaient pas loués, qui ont été achetés. Donc là, on a géré les travaux, on a amélioré les parties communes. On va le vendre désormais à la découpe. On a mis des locataires. Et donc, à chaque fois, vous voyez, c'est des actifs de pleine propriété dans le centre-ville, plutôt bien placés dans le 8e arrondissement. Rue Marbeuf, c'était un actif qui était à l'abandon, alors malgré sa proximité des Champs-Élysées, depuis à 200 mètres des Champs-Élysées. On l'a acheté pour en faire des bureaux. Et finalement, dans le contexte de hausse des taux important, on s'est rétracté et en 3 mois, on a transformé l'actif en hôtel. Et on va livrer pour les Champs-Élysées un hôtel de 48 chambres avec un opérateur de premier rang allemand. Voilà. Ça montre aussi l'agilité que les équipes ont eue de se positionner dans le marché, de si on a un bon actif. Derrière, on sait en faire pas mal de choses. De l'hôtellerie à Bordeaux, Chagny, c'est pareil, du résidentiel dans le 10e arrondissement. Voilà un petit peu les sous-jacents que vous pourrez voir. Et si on fait un zoom plus particulièrement sur le fonds, sur Society 2023, c'est les premiers investissements. En fait, c'est que des investissements qui profitent de l'anomalie de marché, pour faire simple. On a une première opération on a prêté 1 million d'euros à un des opérateurs les plus chevronnés dans la capitale sur l'obtention des autorisations administratives, qui a un véritable savoir-faire. Et là, pour transformer un petit actif résidentiel en école et en logement, avec une surélévation assez structurelle. Et donc là, on est en prêt mezzanine à 12%, avec un niveau de garantie assez important sur les cautions du groupe. Un deuxième projet qui, lui, est encore une véritable anomalie de marché, c'est ça, on a prêté à 9% avec des garanties de premier rang. Donc là, c'est comme si vous aviez fait un crédit à hauteur de 70% de votre actif, de votre résidence principale, et que la banque vous avez prêté à 9%. Et en fait, le marché est tellement... C'était un actif au Luxembourg, où là, on va livrer un actif aux dernières normes environnementales, qui sera labellisé, un actif passif, donc qui était sur une friche industrielle. Donc, on redéveloppe un actif qui sera au meilleur standard. On a une hypothèque de premier rang, un nantissement et une caution de l'opérateur. Est-ce que Joachim, tu pourrais, je sais que c'est une question qui doit revenir souvent, mais moi je me la pose à chaque fois, même si on me l'explique à chaque fois, mais refaire un petit point sur les sûretés, les différents niveaux, et comment est-ce que vous les ségréguez? Comment est-ce qu'elles sont rankées les unes par rapport aux autres?
Je pense que c'est important pour tout le monde. Tout à fait. Alors effectivement, quand on est en stratégie de dette privée, qui dit dette privée dit il y a des sûretés. Des sûretés qui peuvent être de nature, des sûretés, je commence par les plus simples, des sûretés réelles sur l'actif immobilier. Les sûretés réelles sur l'immobilier, ça va être ce qu'on appelle des hypothèques. Quand la banque vous prête, elle prend une hypothèque. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, quand on vend, le notaire, quand il passe la vente, commence à rembourser les créanciers hypothécaires. Et donc, vous êtes inscrit. On en parle d'inscription hypothécaire. Donc ça, c'est ce qui nous permet. Et après, l'inscription, elle peut être en premier rang, ou en deuxième rang, ou en troisième rang. Donc si j'ai emprunté 50 millions à la banque, 20 millions à une dette mezzanine, la banque est inscrite en premier rang, le mezzaneur est inscrit en deuxième rang. Et donc, plus votre rang est élevé, moins vous avez de sûreté. Puisque pour faire simple dans le marché, quand je dis, par exemple, sur l'opération Forest, qu'on a prêté 60% de la somme en premier rang, il faut que l'actif perde 40% de sa valeur pour que j'ai un risque de perte en capital. Donc ça, c'est la sûreté, donc les hypothèques. Vous avez aussi des fiducies. Les fiducies, ça va être l'avantage, c'est un peu comme une hypothèque, sauf que l'avantage, c'est que vous avez plusieurs types de fiducies. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça vous permet en fait de passer outre le risque de procédure collective. Parce que qui dit private equity dit qu'on investit dans des sociétés de projets, de programmes qui sont soumis au droit des affaires classiques. Et donc, finalement, si vous êtes en procédure collective, une cessation de paiement, un redressement judiciaire, vous êtes tenu par la procédure judiciaire et son calendrier, ce qui peut être très très long. Donc la fiducie vous permet finalement de reprendre la main sur l'actif ou sur les titres directement en devenant propriétaire. Et donc vous évitez aussi tous les aléas de justice. Donc c'est un point qui est intéressant. Et ensuite vous avez d'autres garanties, des nantissements. C'est-à-dire que vous dites finalement j'ai des titres, j'ai prêté à une société, je vais nantir les titres pour que si jamais les titres soient vendus, je puisse les récupérer. Je vais pouvoir nantir des comptes courants. Si jamais les comptes courants remontent, ils me reviennent. Et je vais pouvoir prendre des cautions du groupe, la société qui emprunte, ou ce qu'on appelle des garanties à première demande. Pareil, pour éviter les délais de justice. Donc, il y a plein de mécaniques. Et en fait, le savoir-faire d'une équipe d'investissement dette privée, c'est prêter le bon montant, et savoir évaluer l'immobilier. C'est pour ça qu'on a construit une équipe aussi qui est à la fois très, très spécialisée dans l'immobilier et qui sait nous dire ce sous-jacent-là, en fait, même s'il est bien sur le papier, ce locataire-là ou cet emplacement-là ne fonctionne pas. Et donc, je ne vais pas prêter, je vais limiter mon prêt parce que je ne suis pas certain de la valeur. Et ensuite, d'avoir toute une ingénierie financière sur les sûretés et le montage financier juridique. Super. Non, mais c'était clair et je pense que c'était utile. En tout cas pour moi, j'espère pour les autres, mais en tout cas pour moi, c'est toujours utile le petit rappel. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques questions. Je ne sais pas si Samy, on les traite en c'est comme on peut les prendre maintenant, ou alors on peut aller jusqu'au bout de la présentation. C'est toi qui me dis. Je finis peut-être sur les exemples, comme ça illustre le propos et je réponds aux questions. Donc typiquement, l'opération Forest, ça fait face à un marché qui est en manque de liquidité avec une absence une réduction des financements bancaires qui est assez important. Ce n'est pas normal que ce projet-là ne soit pas financé, sachant qu'il est loué à 70%, que c'est un actif labellisé et vu le montant des fonds propres et des sûretés qui sont engagées. Et la dernière opération, c'est Boulogne-Billancourt. Là, c'est une opération à 24 mois, même schéma que la deuxième. C'est du bureau au pied du métro à Boulogne, dans lequel on a un risque hypothécaire de 4 900 € du mètre. Donc, il faut se rappeler que réhabiliter du bureau dans Paris, ça coûte 3 000 € à minima mètre carré. Là, nous, on a un risque hypothécaire. Il faudrait qu'on vende l'actif à terme moins de 4 900 € du mètre pour commencer et là, pareil, on est en premier rang. C'est un tour de table plus large de 19 millions d'euros, mais dans lequel le fonds met 1 million d'euros. On est en premier rang avec un opérateur reconnu. Et donc, voilà, on a un fonds qui sera essentiellement exposé dette privée dans un premier temps pour bénéficier de. Et on a une quatrième opération qui est en train de venir. C'est pareil, ça c'est une anomalie de marché. On met la main sur un actif qui fait plus de 11% de rendement. On l'aurait acheté il y a 2 ans à 7 ou 6,5. Mais parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a un petit peu de complexité à gérer, aujourd'hui, ces actifs qui sont complexes trouvent peu de preneurs. Donc voilà, peut-être je passe aux questions peut-être que vous avez. Ouais. Je sais pas, l'ordre sont arrivées. Il y a des questions intéressantes. On peut commencer par celle-là parce qu'il y en a 2 qui sont liées. Et je pense que tout le monde se la pose et à juste titre.
quel est l'intérêt pour un particulier d'investir sur un programme immobilier spécifique proposé par Anaxago quand il y aurait moins de risques d'investir dans le fonds de dette privée immobilière dans lequel ce programme pourrait être en plus intégré? En gros, quelle est la différence entre investir en direct et investir dans le fonds? C'est exactement ce que vous évoquez, c'est investir en direct, vous faites votre propre diversification. Vous investissez, vous faites votre propre diversification. Investir dans 20 lignes, c'est chronophage. Il y a un sujet qui est purement fiscal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un retour, vous allez être fiscalisé, alors que dans le fond, il n'y a pas de fiscalité. Donc en fait, on capitalise à la fois la trésorerie est placée sur les comptes à terme que vous évoquez. Et vous avez une équipe de gestion qui sélectionne, qui fait sa diversification, qui n'investit pas dans tous les projets. Ça ne veut pas dire que les projets dans lesquels on n'investit pas ne sont pas bons, c'est-à-dire que là, on a une thèse qui est très précise. La dette privée, la rénovation, et on mise sur ces tendances de fonds. Et vous avez une fiscalité qui est assez avantageuse, puisque vous avez une fiscalité du fonds qui vous permet de ne pas être fiscalisé sur les revenus intercalaires. Vous avez à la fois un gain sur l'argent qui est placé au quotidien pendant ces 5 ans. Vous pouvez le loger également dans un PEA, PME, ce qui n'est pas possible en direct, ou dans un contrat d'assurance vie. Donc, voilà, vous avez des intérêts. Assurance vie luxembourgeoise aussi. Et voilà, exactement. Et assurance vie luxembourgeoise. Donc, vous avez un intérêt. En fait, c'est un produit. L'essentiel de l'investissement aujourd'hui en France se fait à travers des fonds ou des enveloppes particulières comme l'assurance vie. Et après, rien ne vous empêche de dire finalement, je souhaite me renforcer sur une participation parce que là, j'ai une échéance 12 mois et j'ai de la trésorerie. Par contre, si c'est un placement de trésorerie que vous pouvez envisager sur 48 mois, 60 mois, en fait, il vaut mieux investir dans le fonds. Non, c'est ça. Nous, c'est un petit peu ça aussi qu'on dit. C'est une question de posture, de diversification. Est-ce que je préfère qu'une équipe de gestion fasse le choix des programmes pour moi en garantissant une cohérence, un thème, comme tu dis, avec en plus les avantages de pouvoir le loger dans certaines enveloppes fiscales, ou alors est-ce qu'on veut faire son propre picking des opérations? C'est plus de temps. Il y a des gens qui aiment faire ça, d'autres non. Mais je pense que c'est une très bonne façon d'être exposé à plusieurs programmes, à de l'immobilier fait par une équipe de gestion qui sait ce qu'elle fait, et ne pas avoir à se soucier de choisir ses lignes et diversifier par nature. Un peu la différence entre stock et... Vous avez entrée à 10 000 euros, alors que si vous vouliez investir sur 20 lignes, il faudrait mettre 20 000 euros. Donc, en fait, on a divisé aussi le ticket d'entrée par rapport à la diversification. Il y a pas mal d'enjeux sur ces différents aspects. Et on a la chance d'avoir des produits qui sont systématiquement sursouscrits. Donc, en fait, il y a un rythme, une fréquence qui fait que, en fait, il y a beaucoup de projets sur lesquels les clients arrivent trop tard. Donc, le fonds est prioritaire et peut préempter entre 25 et 75% de toutes les opportunités qui sont présentées dans le cadre de notre gestion des conflits d'intérêts. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez lisible. Et une question qui suit, mais qui est très liée par Monsieur Delarue, et tu y as répondu un peu. Je vais essayer de la modifier pour qu'elle fasse sens, parce que tu as déjà répondu à cette question en particulier. C'est est-ce que ça investit dans tous les programmes d'Anaxago? Là, la question, c'est est-ce que ça investit dans les programmes d'Anaxago? Je pense que la réponse est oui. Mais est-ce que ça investit dans tous les programmes d'Anaxago? Alors non, parce qu'on l'a vu qu'il y a une thèse qui est spécifique. Déjà, c'est un fonds qui a vocation d'accompagner la transition énergétique et thermique du parc immobilier ancien en France. Donc en fait, on a toutes les opportunités qui ne sont pas d'un point de vue ESG suffisamment avancées ne rentrent pas dans la stratégie d'investissement. Donc on a parfois des bonnes opportunités qu'on a d'un point de vue financier qui n'ont aucun impact ESG. Ce n'est pas la vocation du fonds, ce n'est pas dans son mandat, donc on ne va pas les réaliser. Où il y a des projets qui sont trop longs. Donc après, c'est une stratégie de fund management. On se dit, là, on a de l'argent, on va plutôt en remettre là-dessus parce qu'on voit ce qu'il y a comme. Et on essaie de faire une politique de diversification aussi. Donc on n'investit pas dans tout, mais on retrouve une grande. Hop, allô, Joachim, tu m'entends? Je crois qu'on t'a perdu. Hello, Joachim, est-ce que tu es là? J'ai l'impression qu'on t'a perdu. Alors, on va peut-être... il s'est déconnecté. Je pense qu'il va revenir. Il a dû perdre sa connexion. On va attendre peut-être une petite minute parce qu'il y avait encore quelques questions. Oui, 2 questions encore qu'on va poser. On attend juste. Voilà, il est de retour. Hello, Joachim. Petit problème. J'ai déconnecté. Pas de souci.
Pas de souci. Non, je disais, il nous reste deux petites questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, il en reste deux. Une question que tout client posera à son gestionnaire private equity. Est-ce que les personnes de l'équipe de gestion investissent personnellement dans le fonds? Oui, elles investissent. Alors, les équipes de gestion investissent dans le fonds. Elles investissent dans ce qu'on appelle des parts de carry d'intérêt, environ 1% du montant du fonds. Et ces parts sont rémunérées, elles touchent une part de la surperformance si on sert plus de 7% net aux investisseurs. Donc, c'est un investissement et avec une recherche de performance au-dessus de 7% net pour l'équipe de gestion. Mais oui, l'équipe de gestion investit bien. Ce qui permet d'aligner les intérêts, c'est normal. Ensuite, une question par rapport à la liquidité du fonds. Est-ce que les programmes sont à durée limitée? En gros, est-ce qu'il y a des dates de closing, dates de fin, dates d'ouverture, les informations classiques plus logistiques? Oui, alors effectivement, le fonds, c'est un fonds sur 5 ans qui a débuté sa période de commercialisation il y a à peu près il y a un peu moins d'1 an. Donc, on a une période d'investissement qui va être sur 3 ans post-période de souscription. C'est-à-dire que l'argent va pouvoir tourner pendant ces 3 ans. C'est-à-dire que tous les revenus vont être réinvestis pendant cette période-là. Et ensuite, on va rentrer en phase de la 4e année, de phase de pré-liquidation, où tous les revenus seront remboursés aux investisseurs. Vous l'avez vu que les projets, alors on vient d'un monde de l'immobilier de 10 ans où l'immobilier allait très vite. On faisait des opérations en 6 mois, 12 mois, 18 mois, on revendait les actifs très vite. Aujourd'hui, on vient d'un marché qui se stabilise un petit peu où faire des travaux structurels, gérer des évictions, obtenir des autorisations administratives, ça prend un peu plus de temps. Donc, on va plutôt se positionner sur des horizons de 24, 36, 48 mois sur les quelques participations. Et donc voilà, sur la liquidité, c'est des opérations qui vont durer plutôt. On peut faire quelques allers-retours. Notre premier fonds, on a fait beaucoup d'allers-retours avec des 6 mois. On l'a monté en 2020. Donc, au pire, on a investi pendant la période de Covid. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours. 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc, c'est très bien pour le TRI, ce qui est moins bien pour les multiples. Là, on a plutôt essayé de cibler des projets. On allait au bout de la création de valeur parce qu'on a une conviction, c'est que les actifs qui seront bien rénovés, bien loués, aux bons emplacements, on a beau dire ce qu'on veut, l'effet rareté jouera, il y en aura de moins en moins. Et surtout dans un contexte où les investisseurs institutionnels n'auront que d'autres contraintes que d'acheter de l'immobilier rénové, labellisé. Voilà notre conviction sur les projets et avec la capacité aussi de tenir un petit peu les projets, 2 ans, 3 ans, 4 ans s'il le faut, pour ne pas être en nécessité de les brader et pouvoir suivre le marché. Et donc, quand tu dis à partir de 48 mois pour la distribution, pour ceux qui connaissent déjà le private equity, vous savez ce que c'est. Distribution, c'est quand on commence à rembourser concrètement les investisseurs et les clients investisseurs. À partir de 48 mois, c'est 48 mois à partir du moment où on investit ou c'est à partir du closing? Et si oui, quelle est la date? C'est à partir de la fin de la période de souscription, la première période de souscription. Donc, c'est un fonds qui est effectivement 5 ans à partir de l'investissement. Ok. 4 ans, c'est à partir, on commence à distribuer l'argent qui nous revient au bout de la 4e année post-période de souscription. Ok, très clair. Et aussi un intérêt assez intéressant de ce fonds. La plupart des fonds de private equity, même je dirais, je pense que je peux dire sans mouiller, 95% des fonds, c'est sur 10 ans. Donc l'argent n'est pas bloqué sur 10 ans parce qu'on commence à avoir de la distribution souvent à partir de l'année 6 ou 7. Mais là, c'est une durée plus courte sur des actifs plus tangibles. Donc c'est vraiment une bonne alternative pour les gens qui veulent une exposition diversifiée via un fonds à la classe d'actifs immobiliers. C'est exactement. En synthèse, c'est un fonds qui a l'avantage, déjà pour ceux qui font de l'immobilier, de ne pas être soumis à l'IFI. Donc en fait, ça ne concerne pas tout le monde et pas être soumis et d'avoir une fiscalité avantageuse par rapport aux revenus immobiliers. Donc ça, c'est sur le point de vue purement formel. On peut en plus le mettre dans un PEA ou autre, donc on peut bénéficier de ces enveloppes-là. Et après, l'autre avantage, c'est qu'en fait, pour nous, c'est un des rares fonds qui se positionne sur cette opportunité de marché très spécifique, c'est-à-dire de rentrer dans l'immobilier en 2024 avec une stratégie mixte de dette privée et d'investissement sur des actifs, sur des passoires thermiques à rénover. Il y a beaucoup de fonds qui peuvent faire de l'investissement des passoires thermiques, mais sur des horizons de 12 ans, 15 ans, sur des CPI, avec des droits d'entrée qui sont très importants, autour de 10%. Enfin voilà, il y a quelques SCPI nouvelles qui se sont créées, aussi sur ces thématiques-là, avec moins de droits d'entrée, etc. Mais c'est pareil, c'est moins liquide et en tout cas, ça nous emmène un petit peu plus loin. Donc voilà, le compromis qu'on a essayé de réaliser, c'est profiter du momentum de marché
qui est un momentum dont on ne parle pas beaucoup parce que accéder à la dette privée, ça ne fait pas la une des journaux au quotidien. Rentrer sur des décotes de marché pour rénover d'un point de vue thermique énergétique non plus. Et donc voilà pourquoi on a créé ce fonds. Et peut-être juste un mot sur l'équipe, parce que c'est peut-être l'essentiel, dû commencer par là. Aujourd'hui, sur l'équipe qui constitue, c'est une équipe qui a investi beaucoup d'argent, qui a une expérience très, donc, au global, on a investi plus de 600 millions d'euros, on a financé près de 300 projets et historiquement, notre portefeuille, on a déjà réalisé plus de 150 sessions avec près de 10% de TRI. Et on a un multiple moyen de 1,24. Donc, on rentre dans une phase de marché où on aura maintenant, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a une équipe qui est capable, même dans ce contexte de marché, de prendre les actifs, de les transformer, de chercher de la liquidité, de les refinancer. Et on a un savoir-faire en asset management interne pour accompagner et pivoter. Ce qu'on a fait sur l'opération Marbeuf, on a récupéré 15 millions de valeur en 6 mois en changeant de stratégie de manière drastique. Donc, voilà, c'est aussi ce qu'on est en capacité de faire. Donc, c'est Bruno Blanc qui dirige aujourd'hui les fonds et notre équipe d'investissement qui a fait 10 ans chez Altaria, qui est une des meilleures écoles quand on touche au commerce ou à l'investissement immobilier en France, et 2 ans chez un investisseur anglo-saxon. Guillaume Régère, qui est ancien directeur technique et responsable du Value Add chez Primonial. Vincent Vallès, qui nous vient d'un fonds d'investissement spécialisé dans private equity immobilier. Olivier Budin, qui est architecte et qui accompagne les opérateurs et les opérations sur des aspects très spécifiques. Et Thibaut Coury, qui est investisseur en dette privée, qui vient d'un fonds américain également. Donc, voilà. Il y a plusieurs savoir-faire, du financier, beaucoup d'immobilier, de la technique immobilière et de la connaissance des classes d'actifs. Donc, ça me permet aujourd'hui d'être assez agile et d'avoir accès à un grand nombre d'opportunités. Super. Écoute, je pense que c'est très clair. Je pense que les questions ont été posées. En plus, il est pile 19h. Donc, on a tenu les délais et le timing. Joachim, merci beaucoup pour cette présentation. C'était, je pense, très utile pour tout le monde. On a eu l'occasion donc de parler du marché IMO, de parler du fonds, qui peut être très intéressant. Donc, pour toutes les personnes qui ont participé, vous pourrez avoir accès à la présentation. Vous pouvez demander plus d'informations sur le fonds. Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur votre espace Ramify. Et on sera ravis de répondre à plus de questions si vous en avez, ou en discuter au téléphone ou par visio si vous voulez avoir plus d'informations sur ce fonds. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Ça fait un très bon début pour le Ramify World Tour. Restez connectés parce qu'on va avoir plusieurs événements qui vont arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, encore une fois, merci Joachim, si tu veux dire un petit mot pour la fin, mais en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci Samy pour l'invitation. Merci à l'équipe Ramify. Et puis, merci à vous d'être connectés pour parler immobilier, taux, des sujets qui sont parfois un peu arides. Donc, merci à vous d'être restés jusqu'au bout et au plaisir de vous compter parmi nos partenaires. Merci Samy. Joachim, à très bientôt. Bonne soirée.